Alors, d'abord, merci à l'équipe de la Maison de l'Archi, à Joanne. Merci à l'équipe de la cuisine de m'avoir invitée. C'est un honneur pour moi de partager l'affiche avec des conférenciers illustres qu'on a écoutés jusqu'à présent. Donc, voilà, je vais essayer d'être à la hauteur. J'ai préparé une intervention assez déstructurée et touffue. Donc, je vais aller assez vite sur la présentation. Si vous avez des questions et surtout des envies de discuter, on se retrouve après pour une sorte de table ouverte qui sera peut-être plus informelle et plus interactive. Voilà. Alors, quand cette proposition de participer m'est parvenue, j'ai saisi cette opportunité pour moi-même prendre le temps de recoller des morceaux de réflexion que j'avais un peu épars récoltés ces dernières années, que je n'avais pas pris le temps de réfléchir. J'ai tenté de voir si ça faisait sens de les combiner à partir de l'idée de cette assemblée des cabanes qui nous a été proposée et qui, il m'a semblé, se présentait comme un espace de prospective à propos de notre façon d'être au monde avec les autres au quotidien. Dans ce monde qui est justement décrit comme abîmé par Marielle Massé dans son livre « Nos cabanes », soumis à des forces négatives dont nous serions nous-mêmes les instigateurs, les sources. Donc c'est assez tragique comme truc, c'est-à-dire qu'on est nous-mêmes les forces négatives du monde dans lequel on vit. C'est assez triste. A fortiori, quand on pense concrètement au secteur de la construction, et comme je suis architecte, ça me touche particulièrement. On en a parlé hier. C'est un fonctionnement qui est une aberration du point de vue écologique, et donc c'est difficile à vivre. Donc au début, pour préparer cette intervention, je suis revenue à 1000 questions existentielles à propos de notre rapport à l'effondrement qui s'annonce, à propos de ma participation consentante à un système capitaliste aliénant, à propos de notre capacité ou non-capacité à la résilience, à la solidarité, voire à la bienveillance. Des questions sur le rôle de l'architecte, bien sûr, à quoi je sers, seul, collectivement, etc. Bref, je vous laisse imaginer les autoroutes du doute et de la remise en question. Et puisque les journées prennent appui sur le livre de Marielle Massé, « Nos cabanes », j'ai décidé, pour structurer un peu, de repartir de là, de la parole poétique. Et je l'ai relu en extrayant des phrases, des citations qui faisaient écho. Je ne sais pas si ça vous arrive, parfois vous lisez un livre et puis il y a une phrase qui sort et qui vous semble vraiment faire écho à ce que vous ressentez. Donc c'est ce que j'ai fait pour Nos cabanes et j'ai choisi 3 phrases, dont la première est ici. Alors je vais essayer de faire passer les autres. Donc la première, page 59, parlant des cabanes des bidonvilles. Se pencher sur elles, en prendre soin, ce n'est en vérité pas dire qu'elles constituent un lieu vivable ou vouloir les pérenniser. C'est poser qu'elles constituent un lieu vécu, un lieu de vie. La deuxième phrase, elle est page 51. Nos cabanes diront quelque chose de ce monde de violence en tout genre, de vulnérabilité, de confiscation, de destruction des sols et pourtant aussi d'espérance, de bravade et d'imagination pratique. La troisième phrase, page 19, à propos du nous, il y a toute une partie du livre sur le nous. On se dit que nous est une affaire de lien et d'attachement, de mêlement, d'interdépendance et d'arrachement, et de démêlement et de dénouement, plutôt que d'appartenance ou d'identification. J'ai sélectionné ces 3 phrases, il y en avait d'autres, mais bon, j'en ai pris 3 pour les besoins du temps restreint qu'on a. On voit déjà qu'on parle d'amitié, d'énergie, de survie, d'invention, d'adaptabilité, d'altérité, de rendre visible, d'engagement aussi, de faire face à plusieurs, de se rassembler, de pouvoir agir, entre autres. Ces phrases ont résonné pour moi évidemment dans ce qu'elles convoquent de particularités du métier d'architecte en général, qui s'attache, il me semble, à construire ou plutôt à réparer, à améliorer les conditions de vie, d'habitat, ménager plutôt qu'aménager, je crois qu'on parlait de ça ce matin, Franck. Elles font aussi écho à ma pratique professionnelle, en particulier ces 15 dernières années, qui s'est régulièrement trouvée en prise avec des situations de vulnérabilité de l'habitat et de précarité parfois extrême. Donc on va parcourir toutes ces situations en suivant. La métaphore de la cabane et l'évocation du monde abîmé m'ont aidé donc à relire ces expériences que j'ai eues, un peu comme quand on ouvre un vieil album photo. Et j'ai essayé de faire un modeste bilan en raccrochant ces expériences avec d'autres expériences que les miennes, que je vais présenter un peu comme ça en vrac, avec ma pratique d'enseignement en architecture aussi, à l'école d'architecture de Paris-la Villette,
et à des réflexions théoriques qui relient l'architecture à d'autres questions contemporaines qui nous traversent tous et dont on a parlé bien plus largement que je pourrais le faire dans les précédentes présentations. Voilà, je vais aller un peu plus vite parce qu'en fait c'est long ce que j'ai écrit. Alors la première phrase qu'on a lue tout à l'heure, elle parle d'un lieu précaire mais d'un lieu vivant. Sur le sujet de la précarité ou de la pauvreté, de la fragilité, on a coutume de faire des constats généraux, de convoquer des données chiffrées, comme par exemple à l'échelle française, celle du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre qu'on a l'habitude d'entendre tous les ans sur le mal logement. Je vous les remets ici, mais très rapidement. 4 millions de personnes mal logées ou privées de logement ou vivant dans des conditions très difficiles. 12,1 millions de personnes fragilisées par rapport au logement. Ça fait respectivement sur les 67 millions de Français, environ 22% de la population aujourd'hui. Je vous les remets là, les chiffres. Par rapport à l'échelle mondiale, l'ONU Habitat fournit des chiffres aussi, comme 1 personne sur 8 habitant en bidonville, avec une projection de 3 milliards sur 10 en 2050. Donc je ne vais pas vous embêter longtemps avec des chiffres, parce que c'est un constat abstrait, finalement, un peu globalisant, qui amène à un point de vue un peu humanitariste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette catastrophe ? J'ai plutôt envie de rejoindre des écrits qui adoptent une vision plus relative de la pauvreté qui est aussi le résultat d'inégalités, de dynamiques qui dépassent le calcul statistique ou la définition du seuil de pauvreté en dessous. La pauvreté, elle est aussi ressentie. C'est la construction des discours et des représentations qui sont autour qui la fait exister. On est pauvre, certes, à cause de réalités, niveau de revenus, conditions de vie, mais aussi parce qu'on est désigné comme pauvre. Et la puissance du sentiment de précarité dépend aussi de la façon dont on est considéré par la société qui nous entoure. Et donc, à mon petit niveau d'architecte, je me demande quelles seraient les conditions pour que mon travail permette certes l'amélioration des conditions de vie physiques, mais aussi peut-être et surtout l'amélioration de ces facteurs relatifs de la précarité, de la vulnérabilité et de la fragilité. Par exemple, une première chose, comme le fait Marielle Massé dans son livre, est d'affirmer que les lieux précaires, les bidonvilles, sont d'abord des lieux de vie, riches et fertiles socialement, qui sont finalement une étape dans un parcours résidentiel, comme on pourrait tous l'avoir de notre studio d'étudiants à quelque chose de plus confortable. Il est donc beaucoup plus porteur d'accompagner, de sécuriser, plutôt que de démolir et d'expulser, comme ce qui se fait encore largement actuellement à travers le monde. Donc je vais donner à partir de là quelques exemples lointains ou proches que j'ai pu côtoyer moi, sur lesquels j'ai pu travailler. Alors on va voyager beaucoup d'un bout à l'autre du globe, donc accrochez vos ceintures. Alors là, on se trouve à Bombay, en Inde, où j'ai pu aller en 2005. À l'époque, j'étais apprentie enseignante et j'ai pu participer à une coopération entre étudiants en architecture indiens et français. Donc on a travaillé pendant un mois, 2 années de suite à Bombay, dans les bidonvilles. Et les équipes d'étudiants ont pu réaliser des relevés habités et puis vraiment des entretiens poussés avec les habitants pour à la fin proposer des pistes d'amélioration et de relogement. Donc, je vais assez vite sur les photos, mais si vous voulez, on pourra reparler de ces expériences plus tard. Voilà, ça donne ça. Un autre projet intéressant, c'est celui d'une association d'amis qui s'appelle 14, je ne sais pas si vous connaissez, qui travaille dans plusieurs endroits et qui, là, par exemple, sur ce projet-là, a travaillé à Metz, dans un bidonville, à proposer une sécurisation de ce bidonville et donc un travail sur les points d'eau, sur les risques d'incendie, jusqu'à finalement construire une maison commune, de manière à ils ont aussi fait des relevés, on voit ici un diagnostic assez poussé, de manière à permettre, par cette sécurisation, le temps aux familles de aussi sécuriser leur situation sociale. Une troisième expérience à laquelle j'ai participé un peu plus longuement, c'est celle du Pérou. Je ne sais pas si certains connaissent, pôle d'exploration des ressources urbaines, qui a travaillé pendant plusieurs années dans ce bidonville de Ris-Orangis à côté de Paris. Je vous mets quelques images. Une centaine de personnes plutôt, installées là. Donc pas mal de temps sur place aussi pour comprendre les situations, pour refaire des arbres généalogiques
discuter, sécuriser. Ici, on a un travail sur le sol. Construire une ambassade qui a permis de donner des cours, les réunions collectives, faire des fêtes. On en parlait tout à l'heure, mais la fête, c'était aussi un moment très important. La danse, la musique. Il y a eu aussi, bon, je pourrais en parler après, hein, plus précisément, je ne vais pas m'étendre, mais il y a eu beaucoup d'actions périphériques du Pérou autour des familles avec une médiatisation et puis un travail aussi de production de support pour rendre visible cette situation à la fois à son environnement proche et puis un peu plus lointain. Donc il y avait une sorte d'affirmation politique finalement de l'importance de ce lieu de vie qui a fini comme ça, par une expulsion assez brutale et finalement un lieu de vie, plein de vie qui s'est retrouvé assez vide. Vous avez pu le voir. Bon, le Pérou après a chiffré le coût de l'expulsion et l'a comparé au coût d'un relogement. Et on voit pas très bien sur la slide, mais on voit que la différence est énorme. L'expulsion coûtant bien plus cher qu'un relogement ou qu'une sécurisation. Ce dernier petit exemple, ça se trouve au Portugal, en face de Lisbonne, où là aussi on en voit au premier plan un bidonville, à l'arrière de la ville formelle, entre guillemets. Une ville qui a plus d'une cinquantaine d'années d'existence et qui n'a toujours pas d'eau potable. Et donc le point d'eau se trouve assez loin et les habitants faisaient des allers-retours quotidiens pour remplir des bidons et puis avoir de l'eau. Et donc là, c'est deux collectifs de jeunes architectes portugais, Atelier Mob et Collective Warehouse, qui ont travaillé aussi longuement avec les habitants et qui ont collectivement décidé de construire une cuisine communautaire sur ce bidonville. Et en discutant avec les institutions locales qui n'ont pas manqué de se manifester à la vue de la construction de cette cuisine, et la négociation a abouti à l'amener de l'eau potable par l'institution jusqu'à la cuisine. Donc finalement, l'acte de construire a permis une avancée par rapport à quelque chose qui était réclamé et demandé depuis très longtemps. Voilà, quelques images. Donc la thèse défendue par ces différents collectifs et ces différentes situations, c'est affirmer que les expulsions contribuent au maintien dans la précarité et que protéger le bidonville aujourd'hui, ça permet à ses habitants de mieux en sortir demain. Ainsi, les actions de terrain, avec comme objectif de placer ces lieux de vie comme des quartiers à part entière de la ville, constituant le seul mode d'accès au logement pour ces populations qui y vivent et qui méritent à ce titre les mêmes services publics que dans le reste de la ville. Les habitants, finalement, y ont les mêmes droits. Donc dans ce dernier bidonville portugais, la lutte pour l'installation du point d'eau passe par la construction de la cuisine communautaire. Et à Ris-Orangis, dont on a vu les images juste avant, l'accès des enfants à l'école se dénouera dans le temps de la construction de ce bâtiment central qui était l'ambassade et dans lequel il y a commencé à avoir des cours pour les enfants. Et c'est parce qu'il y a eu ces cours, cette visibilisation du besoin de cours que la négociation de l'entrée des enfants à l'école a pu avoir lieu. Bon, voilà, je vais assez vite, hein, je ne sais pas si je suis un peu rapide, mais si vous avez des questions, on pourra en parler après. La deuxième phrase de Marielle Massé que je voulais mettre en avant, c'est celle-ci, et qui dit que finalement, construire, c'est aussi déconstruire le regard. Une situation résidentielle précaire, elle est souvent encore traitée d'abord comme un problème dans les politiques publiques, les politiques de la ville, sur les pancartes de l'action publique qu'on voit souvent en ville. L'action du pouvoir public se justifie par la désignation de ce problème, la désignation de cette pauvreté et de cette situation finalement intolérable. Je vous mets là quelques articles parmi la multitude d'articles qui sortent sur les expulsions de bidonvilles. La politique actuelle en France, elle reste encore sur la résorption, et c'est le mot qui est utilisé dans la circulaire de 2018. On a parlé pendant longtemps d'éradication, alors maintenant on parle plutôt de résorption, enfin ça revient un peu au même. Et ces installations sont nommées les campements illicites.
Donc ça dit bien vraiment comment on les considère par rapport à finalement ce qui est de l'ordre de la maison, de l'habitat et du lieu de vie. Voilà, je vais aller plus vite que ça. Et donc, on se dit, en tant que personne qui agit ou qui, en tout cas, va dans ces terrains-là, que le terrain précaire, il faut d'abord contribuer à le définir à partir de positivité, pour lutter contre, finalement, cette force qui les désigne comme un problème. Il y a le postulat du Pérou, dont on parlait tout à l'heure. Un postulat que je continue à trouver essentiel, c'est celui de la toxicité de la dénonciation. De désigner, de dénoncer finalement la pauvreté comme étant quelque chose d'indigne, c'est assez toxique puisque ça parle de négativité plutôt que de positivité. Ça ne parle pas de l'avenir. Et donc l'idée, ce serait plutôt de témoigner de l'hospitalité plutôt que de dénoncer l'inhospitalité. Bon, c'est un peu subtil, mais c'est en fait super important. Non pas lutter contre, mais inventer. Et là, ça me fait penser à une phrase de Bernard Stiegler. Je ne me rappelle pas exactement la phrase, mais en tout cas, je me rappelle qu'il disait que la vraie révolution, c'est d'effectuer la mutation, mais pas de résister à la domination, qui signifie qu'on l'accepte, cette domination. Alors, je vais vous parler d'un autre projet maintenant, plus récent, qui m'a occupé ces 3 dernières années, et dans lequel on a essayé de mettre en œuvre concrètement ce positionnement-là. C'est la création d'un lieu de transition pour des familles qui habitent en bidonville autour de Paris, dans une ville qui s'appelle Stein, peut-être que vous connaissez, dans le 93. Et donc Stein, on voit en vert sur la slide, il y a beaucoup de jardins partagés. C'est un patrimoine de la ville, il y a beaucoup d'hectares de jardins partagés. Là, on n'en voit qu'une petite partie. Et dans ces jardins partagés sont installées des familles précaires, depuis un certain temps aussi, plus d'une dizaine d'années. Et donc, une association qui s'appelle Les Enfants du Canal, que vous connaissez aussi peut-être, s'était déjà impliquée dans ce territoire pour la scolarisation des enfants. Et en concertation avec la mairie de Stein, une des rares mairies qui accepte un projet sur son territoire sur ce sujet-là, ils ont mis en œuvre un projet d'occupation temporaire d'un des terrains de ces jardins partagés pour construire un lieu de vie, de transition, pour que ces familles soient hébergées dans ce lieu et puissent prendre le temps de faire tous les papiers nécessaires pour rentrer dans le droit commun. Donc le projet qui m'était proposé, c'était la construction de ce lieu de vie. Et ce qui était intéressant, c'était que c'était un lieu de vie qui était sur le site même du lieu actuel de l'habitat des familles. Donc je vais aller aussi vite sur les images. Ça, c'est les habitats initiaux qu'on a aussi beaucoup visités, relevés, entretien avec les familles et les enfants. Voilà le terrain qui a fait l'objet d'une convention d'occupation temporaire de la part de la mairie vis-à-vis de l'association Les Enfants du Canal, qui donc devait y installer 30 habitations pour un temps défini. Et ces habitations doivent être démontables, c'est-à-dire qu'à la fin de la convention d'occupation, l'association récupère le lieu et va pouvoir potentiellement l'installer sur un autre site, peut-être sur une autre commune qui serait aussi hospitalière que celle de Stein. Donc ça, c'est les premiers relevés. On a fait beaucoup d'ateliers. Je vais aller assez vite parce qu'en fait, c'est un projet très long et que je viens de finir, donc je suis encore plein dedans. On a fait des ateliers avec les jeunes qui habitaient dans le bidonville, maquettes, entretiens, discussions, programmation partagée aussi avec l'équipe de l'association. Et on a abouti à un projet qui s'est construit en plusieurs phases et on tenait vraiment à cette temporalité longue. Dans le site des jardins partagés qu'on voit ici. La première phase, c'était la construction du lieu collectif, avec la salle commune, la buanderie, l'atelier commun, des terrasses, qu'on voit ici, tout de suite occupées. Et pendant cette première phase, où déjà les familles commençaient à occuper le terrain et l'association était présente, on a pu construire les habitations sur le site tout autour. On voit ici, c'est une ancienne parcelle maraîchère, donc elle est très longue et très étroite. Donc on s'est adapté aussi au terrain. Je ne parle pas trop du projet d'Archi là, mais si vous avez des questions, on peut en parler aussi. Donc là, c'est des habitations qui sont constituées de ces espèces de modules
de trois modules, donc 2 modules secs et puis les salles de bain et cuisine qui sont plutôt regroupées au milieu pour des raisons techniques. Voilà, vite fait. Mais on a fait en sorte de les installer aussi de manière différenciée pour créer des petits espaces plus ou moins intimes, devant, derrière, sur les côtés, et puis que finalement chacun puisse avoir différents lieux, qui soient des lieux intérieurs, des lieux extérieurs, des lieux communs ou des lieux plus réservés à la cellule familiale. Bon, là, c'est les typologies, les supports habituels de l'architecte. On a aussi créé des espaces indéterminés qui peuvent s'ouvrir sur l'une ou l'autre des habitations contiguës de manière à pouvoir moduler la taille des habitations en question selon les familles qui les habitent. Et puis aussi peut-être pour en faire d'autres espaces que des lieux d'habitat, des lieux collectifs, peut-être une crèche temporaire. Enfin, plein d'idées peuvent être mises en œuvre dans ces espaces. Là, on voit les photos intérieures tout juste habitées. Là, pas encore. Et puis les espaces extérieurs qui commencent à prendre vie. Voilà. Et donc, ce que je voulais raconter à propos de ce projet, c'est un petit décalage qu'on a fait un peu sans y penser sur le moment, mais qui finalement est très important et qui montre l'importance des mots dont je parlais tout à l'heure. Ces maisons rouges qu'on a construites, on a voulu surtout les appeler habitations. Parce qu'en fait, ce lieu, au départ, il a un statut de centre d'hébergement d'urgence. Parce que les lignes de financement de tout ça font que l'association pouvait avoir des sous sur la ligne centre d'hébergement d'urgence. Mais pour nous, ça nous paraissait très très important de ne pas appeler ça des hébergements, mais des habitations. Parce que c'est vraiment... Habiter, c'est une action de la part des familles, alors que héberger, c'est une action de la part de l'association qui héberge dans sa grandeur d'âme les familles. Alors que là, les habitations, c'est plus... c'est affirmer que ce sont les habitants qui habitent. Et on passe du passif à l'actif, finalement. Et puis c'est aussi récuser la notion d'urgence de ce genre de projet. Nous, on a voulu aussi prendre le temps long pour que chacun puisse aussi s'identifier et s'approprier le lieu. Et à force de les appeler habitations, parce que c'est nous qui, au début, forcions un peu le truc, dans les textes de présentation, dans la notice du permis, pendant toutes les réunions, finalement, tout le monde autour, aussi bien les institutions que les acteurs du projet, se sont mis à les appeler des habitations. Et donc, bon, c'est peut-être anecdotique, mais moi, ça me paraît très important. On n'est pas dans un centre d'hébergement, mais on est dans des trajectoires individuelles qui, petit à petit, vont prendre leur chemin. Et donc, si on continue à étendre la question des mots à la question de l'architecture, on peut prendre un autre exemple parlant, c'est celui des containers. J'imagine que tout le monde connaît cette image du centre de Calais, terrifiante, et bien d'autres images de centres d'hébergement, comme celui-ci récemment construit à Paris, ou un autre, je crois que celui-là, c'est en Allemagne. Enfin bref. Et le container contient donc des corps comme un récipient. Il les empile, mais il peut aussi les contenir au sens de enfermer, retenir. Et donc, à Stein, on a souhaité faire une sorte de retournement du truc. On a utilisé certes un container parce qu'on avait beaucoup de suggestions au début du projet, avant qu'on ait commencé à le construire, beaucoup de suggestions de la part des officiels qui nous disaient « mais pourquoi vous n'utilisez pas des containers, c'est tellement facile, ce serait vachement bien dans les jardins ». Et donc nous, on a pris le contre-pied de l'idée en gardant le container pour la fonction du local de stockage de la banque alimentaire qui nous était demandé dans le programme, et on a surélevé ce container à l'entrée du site et on l'a appelé le mazo. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'un mazo. C'est le vernaculaire alpin, c'est ces petites constructions qu'on voit dans les Alpes qui sont surélevées sur des pilotis et qui servaient à garder le grain. C'était la réserve du village. Et donc on a appelé ça le mazo. Et ce qui est plaisant, c'est qu'au fur et à mesure du temps du projet et du chantier, c'est un terme qui est passé dans le vocabulaire courant des acteurs du projet finalement. Et voilà, c'est toujours ces petits décalages qui sont des petites victoires. Donc ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que les professions de l'architecture et de la ville, elles ont cette responsabilité, en ce sens qu'en énonçant différemment les choses,
On modifie aussi la façon dont on enclenche le projet sur ces questions-là, qui sont des sujets vraiment assez sensibles. C'est d'autant plus vrai pour ces contextes vulnérables en mutation. Alors qu'on pourrait regarder ces territoires comme des espaces de ressources, de dynamisme, et donc penser le projet ensuite qu'on fait autrement. Non plus comme une réparation de quelque chose qui serait cassé ou problématique, mais comme une amplification de ce qui existe de positif déjà dans le déjà là. Je ne sais pas si j'ai pas mesuré le temps, mais ça va. Et donc, quand on agit sur ces territoires, on se demande comment être socialement utile vraiment. Et le premier mouvement, le plus automatique, et on pense qu'il faut agir par la technique, de manière solutionniste. Et le deuxième, qui vient souvent après une expérience sur le terrain, c'est de se dire que nos compétences en tant qu'architecte ou en tant qu'autre profession qui travaille sur ces sujets, elles sont aussi, ou en tout cas elles devraient être, de l'ordre de l'écoute, de la médiation, du débat. Et donc spécifiquement sur les projets à destination des plus fragiles ou des plus vulnérables, qui sont portés souvent par des associations ou des ONG spécialisées dans le travail social, la mission telle qu'elle la définit souvent, qu'elles ont, c'est la prise en charge, entre guillemets, de bénéficiaires, toujours entre guillemets. Et le défi pour nous, c'est de renverser la hiérarchie des responsabilités pour faire que ce soit les futurs habitants des lieux qui se retrouvent maîtres de leur propre vie et non pas hébergés, logés, pris en charge. Et donc ce retournement, et là, on peut faire un parallèle avec ce que dit la politologue américaine qui s'appelle Joanne Tronto et qui décrit comment passer du care protecteur au care démocratique. Bon, elle a des écrits très longs et très développés sur la question, je ne vais pas aller plus loin. Mais elle dit faire appel aux actions démocratiques communes des citoyens plutôt qu'à la mise en œuvre des hiérarchies de contrôle et de care protecteur. Donc avoir la liberté de faire et de défaire mon habitat, comme en parle Thierry Pacaud un peu. Ça participe d'une transformation sociale, ça participe de l'empowerment, comme on pourrait utiliser un gros mot. Là aussi, c'est un autre sujet un peu large, mais j'avais envie d'en parler ici. Et c'est difficile pour nous, architectes, parce que les manières communes de faire vont vers une intense prédétermination. L'architecte est celui qui est missionné, en général, par en haut, par le pouvoir, par celui qui a les sous, de façon descendante, dans un contexte normé, réglementé. On en parlait hier, je ne sais plus quand, mais des normes et de la réglementation qui bride les initiatives. Et donc une architecture qui serait socialement utile, c'est une architecture qui ménagerait la possibilité aux habitants de se trouver maîtres de leur environnement et d'avoir à disposition les outils, les conditions pour le transformer et le faire évoluer. Et là, ça ouvre des pistes parce qu'évidemment, on pense aux possibilités de co-conception, que le temps du projet, le temps de l'imagination du projet, de la conception, du dessin, offre. Ça peut être un temps de débat et de discussion partagée. Donc là, je vais repartir sur d'autres exemples. Celui-ci, c'est à nouveau en Inde. On retraverse les latitudes. Et c'est une ONG qui s'appelle Spark et qui travaille beaucoup avec les femmes des bidonvilles qui se sont ici organisées en association. Maïla Milan, ça s'appelle. Et donc, elles font beaucoup d'actions collectives, de tontines et d'organisations pour améliorer leur quotidien. Et puis, elles font aussi, avec cette ONG Spark, des actions pour construire des nouveaux lieux de vie, des nouveaux logements, plus confortables que ceux qu'ils ont actuellement. On voit là qu'elles travaillent avec des maquettes. On voit là qu'elles travaillent à faire des maquettes à échelle 1, avec ici des saris et des tapis, avec l'échelle du sari qui fait 1,50 m par 4. Et donc on voit là qu'elles font des maquettes à grandeur nature pour permettre à la communauté de se rendre compte du projet en vraie grandeur. Et donc cette discussion collective, elle est mise en place et je trouve qu'elle est inspirante pour nous. Là, c'est un autre exemple par des architectes qui s'appellent Community Architect Network, qui travaillent plutôt en Asie. Un gros réseau d'architectes de plusieurs pays asiatiques, 18 je crois bien, qui là aussi font des ateliers de co-conception. Je vais très vite parce que j'ai pas grand-chose sur le sujet. Ça, c'est un
un autre exemple qui m'est plus proche, parce que j'y ai participé avec une association qui s'appelle Appui, avec 2 i, à Fresnes, dans la banlieue sud de Paris, dans ce quartier qui est un quartier des années 60 qui est menacé de démolition pour un projet ANRU, pour ceux qui connaissent cet acronyme, projet de rénovation urbaine. Et donc, Appui, c'est une association d'experts, sociologues, architectes, urbanistes, qui vient à la demande des habitants en appui pour leur permettre de, à la fois, se familiariser, comprendre et parfois lutter contre les décisions qui viennent par le haut, qui ne leur sont pas soumises en amont. Et là aussi, je pourrais en parler plus largement après. Donc là, il y a eu, là pour le coup, avec les groupes d'étudiants en architecture que je peux suivre, des ateliers, et puis la construction d'un petit cinéma de quartier. Ici, je vais très vite. Hop, hop, hop. Voilà. Ça, c'est un autre exemple aussi. Et là, je parle très très vite juste de la façon dont on peut engager les écoles et les universités à participer à ces processus. Si on part du postulat que les lieux de pédagogie et d'éducation aujourd'hui ont un rôle social et qu'elles peuvent être pleinement engagées sur les sujets de la précarité de leur territoire. Et là, on peut prendre en exemple en Amérique latine, si vous connaissez les bureaux publics dans les universités, et notamment dans les facs de droit et de médecine qui se mettent au service des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer leur service normalement. Ou en France, on a aussi la clinique juridique dans la fac de droit de Saint-Denis, je crois bien. On parlait tout à l'heure de la cabane juridique, je crois, à Calais avec Gilles Tiberghien. Bref, voilà, c'était une parenthèse. J'ai encore beaucoup d'autres exemples, mais je vais essayer d'aller plus vite. On pense donc à la co-conception, on pense aussi à la co-construction, qui pourrait utiliser des ressources, des matériaux et des savoir-faire locaux. Là, c'est un exemple que je ne connais pas très bien, mais que j'ai trouvé assez intéressant. C'est dans l'archipel du Vanuatu, et c'est un collectif de jeunes archis indonésiens et anglais qui ont construit une école avec les personnes localement. Une école qui devient finalement un lieu de refuge aussi quand le climat le nécessite. Un autre exemple, au Portugal cette fois-ci, auquel j'ai participé, et qui n'est pas loin de l'exemple de tout à l'heure, et qui l'a précédé justement, Casa do Vapor, avec le collectif Construclab, que Joanne connaît bien. Et ça, c'est un village de pêcheurs qui s'est installé il y a plus de 50 ans, mais sans titre de propriété, et qui donc aujourd'hui, enfin plus maintenant, mais qui s'est trouvé à un moment menacé par des projets de spéculation hôtelière très agressifs, et qui, par l'action d'un collectif d'artistes et d'architectes qui s'appelle Construclab, donc, et qui a permis la construction de ce lieu pendant 3 ans au bord de la plage, un lieu de rencontre, une bibliothèque, une cuisine aussi, a permis des discussions avec les institutions locales sur l'avenir de ce lieu, et donc aussi sa pérennisation finalement. Bon, sur la co-construction, d'autres exemples que vous connaissez sûrement, celui d'Elemental au Chili. Là, c'est à Londres, Walter's Way House de l'architecte Walter Segal. Et puis le Grand Ensemble de Patrick Bouchin à Roubaix. Ça, c'est pas une construction, mais c'est une co-réhabilitation avec les habitants d'un petit quartier de maisons qui était aussi menacé de démolition. Bon, je vais conclure. Alors, sur la 3e phrase, sur le nous, puisque finalement, on se demande quelles pourraient être les pistes pour agir ensemble. Et donc, je voulais juste dire que si on se pose la question de l'acte de construire en terrain précaire, et de quelque précarité que ce soit, puisqu'on a beaucoup parlé là de pauvreté, de difficultés urbaines, de bidonville, mais on pourrait étendre la question aux différents contextes de crise ou d'injustice qu'on connaît sous nos latitudes plus proches de nous. On a envie de donner 2 pistes que nous souffle Marielle Massé dans sa phrase qu'on voit ici. Le nous, la première piste, ce serait le nous transdisciplinaire. Et en ça, je suis assez inspirée par les jeunes que je côtoie à l'école d'architecture, qui commencent déjà à appliquer ça. L'idée, l'intérêt d'hybrider les profils professionnels, de travailler avec d'autres métiers sur des sujets qu'on avait l'habitude avant de cloisonner,
Et je pense que les jeunes générations ont tendance, plus qu'on l'a été, à combiner des formations et peut-être être à la fois architecte et puis autre chose. Et donc à créer des lieux et des structures qui se mélangent et qui mélangent des compétences et des activités parfois éloignées. Un deuxième nous qu'on pourrait mettre en œuvre plus souvent, ce serait des projets qu'on pourrait appeler Agora, mais on a déjà un peu utilisé ce mot dans les précédentes interventions. Projet Agora, pour moi, ça veut dire tenter des nouvelles formes de gouvernance, parfois formées dans la controverse ou issues d'initiatives de la société civile elle-même. On pense à Notre-Dame-des-Landes, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi, par exemple, au contre-projet Karma, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'est opposé à Europa City. Ça donne des nouvelles manières de mobiliser l'action et en conséquence, sûrement, des projets inédits, des nouvelles façons de les concevoir, de les construire et aussi de les vivre. Finalement, avant de construire matériellement, est-ce qu'on ne se demande pas si ce n'est pas plus important de construire un collectif agissant, un groupe qui va s'efforcer de marcher ensemble dans la même direction, et c'est ça qui va finalement fonder le projet. C'est plus important pour nous aujourd'hui de créer ce nous plutôt que de créer le projet qui viendrait hypothétiquement par la suite accueillir un nous. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire sur cette conclusion, mais on peut en reparler. Et puis j'ai fini. Bonjour. Votre dernier questionnement me questionne. Est-ce que si on invente le nous, on ne détruit pas l'idée de l'autre? Dans la co-construction, l'intérêt, c'est que chacun met quelque chose dedans et ça n'appartient à personne. En créant l'idée de nous, forcément, on crée une hiérarchie. Oui. Mais hiérarchie, pourquoi hiérarchie serait contre... Ça marche. Quand on décide que le nous existe avant la construction, du coup, on influe une idée que d'autres n'auraient pas eue et n'oseront peut-être pas aller contre le nous. On crée une forme de pouvoir. Ce qui va contre la co-construction telle que vous l'avez présentée initialement. Ouais, après le nous n'est pas forcément exclusif. Il peut être aussi inclusif. Ça peut être un nous ouvert. Comme le lieu peut être un lieu ouvert au lieu d'être un lieu fermé. Et ça, en fait, ce que je voulais surtout dire, c'est que pour moi, il était plus important de créer l'espace social avant de créer l'espace physique. Voilà, c'était surtout là-dessus que je voulais faire le distinguo. Et d'ailleurs, ça me fait repenser à une autre référence de Toyo Ito. Je ne sais pas si vous avez vu les maisons pour tous qu'il a construites après le tsunami. Et donc, il travaillait avec ses étudiants au Japon après cette catastrophe. Et ces maisons pour tous, ils les ont d'abord construites parce qu'il y avait un collectif qui avait besoin de cet espace avant de construire un espace qui serait l'humanitaire, du besoin, de l'urgence. Bref, j'explique mal, mais voilà. Dans le nous dont tu parles, c'est le nous de Marylle Massé. Ouais. Et en fait, elle fait un petit topo après sur le jeu et comment le jeu construit le nous. Quand le nous est décidé par le collectif, qui a dit jeu avant, en fait, chacun s'exprime. Quand le nous est décidé par des personnes qui pensent qu'ils ont la compétence pour décider, le jeu, même si on a toute la volonté qu'on veut, ne permet pas aux gens qui sont timides, aux gens qui n'osent pas, aux gens qui pensent qu'ils ne sont pas au bon endroit, d'exister dans le nous. Ce qui veut dire c'est pour ça que je parlais de la compétence tout à l'heure, de la nécessité de la compétence de l'écoute, du dialogue, du débat et des outils pour ce faire. Sauf que la nature humaine reste la même. Et quand je suis arrivée, j'ai vu des habitations précaires avec des ambassades. Et ça m'a doucement interpellée en me disant, reconstruire quelque chose qui revient à être à l'identique de ce que l'on veut combattre, est-ce que le nous n'est pas un danger dans ce cas-là? Mais j'entends ce que vous dites. Hein. Je fais juste que relever votre dernière interprétation. Mais, du coup, Meryl, cette ambassade, c'était l'ambassade de qui? Du coup, on parle du Pérou, Aris Orangis, hein, ouais. coup, pour que j'essaye de replacer le truc. Et donc, l'ambassade du Pérou, Aris Orangis, c'était l'idée au départ de construire un lieu collectif
où chacune des personnes qui venaient et puis les personnes qui y habitaient pouvaient se rencontrer. Et donc l'importance aussi de ce lieu, c'était de dire, au départ, à la place de cette ambassade, il y avait un tas de déchets. Donc tout le monde, c'était le lieu pour pouvoir stocker les déchets de chacun. Et donc ça a été aussi assez symbolique de tous collectivement enlever ces déchets, brouette par brouette, pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Et donc l'important, c'était pas tant l'objet ambassade tel qu'on a pu le visiter à la fin, mais c'est plutôt tout le processus qui a mené à créer ensemble un lieu collectif dans lequel on pouvait parler, faire la fête et faire plein de choses. Et donc voilà, après, ce lieu a vécu et a permis aussi à cette situation-là d'être médiatisée pour des conséquences positives et négatives. On pourra en reparler après si vous voulez. Ou après, je ne sais pas. Ouais, peut-être après mon départ. Et en tout cas, Sébastien Thierry, c'était un peu une blague parce que le Pérou, il y a beaucoup de gens qui pensaient que le Pérou, c'était le pays Pérou. Et du coup, il a créé des consulats du Pérou avec des consuls. Moi, je suis consul du Pérou, par exemple. Et c'était un peu une blague au départ. Et j'imagine peut-être que les ambassades du Pérou, c'est aussi partie d'un jeu et d'un certain humour pour dédramatiser justement et faire de lieux comme ça un peu officiels, institutionnels, des lieux d'accueil du nous et de les faire nôtres plutôt, enfin se les réapproprier. Voilà. Mais maintenant, il y a ça aussi. Oui, non, je voulais revenir sur l'idée d'introduire d'abord le nous avant la construction. Je vois qu'aujourd'hui, quand on conçoit un lotissement, que ce soit communal ou n'importe quoi, c'est effectivement pas les habitants qui décident de quoi que ce soit. On leur impose une disposition, on leur impose un nombre de voisins, on leur impose une distance à tout, un cheminement, rien. Voilà. Comment introduire le nous avant? Parce qu'encore une fois, le principe, c'est que c'est un immobilier qui décide d'acheter un terrain et puis il construit, mais voilà, avec des normes plus économiques de rentabilité que de vie après. Donc comment imposer, entre guillemets, le nous avant? Ça demande de repenser les procédures de construction et de création de lieux d'habitation tels qu'on les a aujourd'hui, en tout cas si on parle du cas français. Ça demande aussi de replacer le temps des études et de conception à un autre moment par rapport au temps de la vente, par exemple. Et donc, si on a, par exemple, la vente du lieu avant que celui-ci soit conçu et qu'on puisse le concevoir avec les futurs habitants, peut-être qu'on peut aussi imaginer un autre enchaînement qui permette d'inclure plus facilement les futurs habitants. Mais c'est que des suppositions, mais ça demande aussi à tout un système et tout un tas de métiers et de professions de bouger, de changer sur ces sujets-là. Donc il faut inventer, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'importance de la transdisciplinarité, c'est qu'on ne peut pas inventer tout seul dans son métier, il faut inventer avec ceux qui travaillent avec nous. Donc c'est ça qui est difficile, c'est complexe. Mais c'est aussi lié énormément à l'économie, parce qu'en fait, ça, ce serait possible quand on parle de vente, etc., que le nous existe s'il y avait la possibilité de faire des crédits collectifs, en réalité. C'est-à-dire que pour le moment, c'est imposé ou surimposé par quelqu'un qui a déjà les moyens de faire et de développer, parce que actuellement, on ne peut pas faire de crédit collectif, sauf sous la forme de sociétés légales, de SCI, etc. Voilà. Ce qui engage quand même énormément les gens en termes de responsabilité, les uns vis-à-vis des autres. Et c'est là où les exemples que j'ai montrés dans d'autres pays sont intéressants. Par exemple, les groupements de femmes indiennes dont je montrais, elles font justement ça, le crédit collectif. Elles font une tontine et qu'ensuite elles mettent en commun pour aller construire. Et donc il y a aussi des systèmes de microcrédit, enfin plein de choses qui sont intéressantes à aller piocher dans différents contextes et qu'on peut réinterpréter dans notre environnement plus proche. Oui, votre questionnement me fait dire que peut-être qu'il y a une chose qui n'a pas été évoquée, c'est en fait c'est la gouvernance et la façon que l'on a de faire le projet. Et en fait,
le rapport entre le nous et le je peut très bien déboucher sur ce que vous craignez ou pas. Ça dépend comment on procède pour réaliser le projet. Parce que au mois de septembre, à la cuisine, Martha a accueilli un collectif de Feltin, je crois, et on s'était posé la question justement de la nécessité de spatialiser un nous. C'est-à-dire que quand un collectif existe, c'est-à-dire c'est des individus qui se reconnaissent avec un même objectif et qui ont envie d'œuvrer ensemble pour avancer leurs idées. Et j'avais reconnu qu'effectivement, la spatialisation, pour eux en tous les cas dans une gare, a complètement basculé leur façon d'identifier leur nous, parce que justement, la spatialisation, ça renvoie à quelque chose de local, avec un ancrage, et qui permet de faire évoluer et d'avoir une reconnaissance de ce nous. Alors après, on peut très bien déboucher sur les dérives que vous craignez, hein. Ça, c'est autre chose. Et sinon, par rapport au lotissement, Franck, peut-être tu ne partages pas mon point de vue, mais l'écoquartier de Verfeuille, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est un nous qui a été créé avant de faire un lotissement. Et c'est un quartier qui est à l'extérieur du hameau de Verfeuille, qui est un lotissement, tout simplement un découpage par l'eau, mais une organisation collective qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui viennent habiter dans ce quartier doivent, je dirais, adhérer à des principes, à des règles, avant de pouvoir y construire. Et chaque construction dépend du projet de chaque personne qui habite dedans. Donc on est bien dans ces deux dimensions, à la fois un collectif et le respect d'un individu. On peut aussi se mettre à une table et discuter, hein, parce que là, moi, je me sens un peu loin de vous, c'est un peu difficile. Donc, je ne sais pas si on peut trouver un autre format aussi pour être plus nous, si ça vous va.